Merci beaucoup, merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord, merci à la Maison des Sciences de l'Homme pour l'organisation. Je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Rémi, je suis d'accord avec tout ça. Et puis, merci. mais merci aussi à Rémi pour l'invitation. C'était un petit projet qu'on avait débuté ensemble, aussi en fait sous l'impulsion de Nino, parce que j'avais consulté Nino Del Solar, donc, qui avait fait son doctorat ici, et puis il m'a dit à un moment donné, parle avec Rémi parce que probablement il connaît bien tout ce qui est analyse archéométrique et ça pouvait m'aider. Donc, je vais vous présenter en fait aujourd'hui une partie de ma recherche, ma recherche donc doctorale, que je vais essayer de rendre déposée là dans les 2 prochaines semaines, Inch'Allah. Et donc là, ça c'est un petit test pour voir un petit peu ce que j'ai pu faire ces dernières années. Bon, je parle pas très bien dans le micro peut-être, mais je pense qu'on m'entend dans la salle, non? Okay. Donc voilà, alors moi je travaille sur un site archéologique qui s'appelle la Huaca Pintada sur la côte nord du Pérou. Huaca veut dire pyramide, temple, en fait dans cette région. C'est un terme quechua mais qui est employé surtout, qui veut dire une chose sacrée, une idole, mais sur la côte nord, c'est vraiment des temples, des ruines maintenant de ces pyramides. Et puis Pintada, parce que peinte, et a été en fait connue il y a une centaine d'années, on va voir pourquoi. Et donc, allons directement sur le sujet. Donc l'emplacement du site, c'est, comme je vous disais, sur cette côte nord, au Pérou, qui est un désert semi-aride, qui est, on va dire, séparé par ces vallées creusées par les rivières qui descendent des Andes. Grâce à ça, en fait, il y a toute une agriculture qui se développe, qui s'est développée en fait depuis l'époque Mochica. Pour dire, donc ces Mochicas sont développés entre le début de l'ère et 850 après Jésus-Christ, plus ou moins. Et au moment de l'effondrement de Mochica, il y a cette période qu'on appelle la période transitionnelle, qui est mon sujet d'étude. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Et comme vous voyez ici, en fait, là c'est une petite photo aérienne donc de la Huaca. Comme vous le voyez, elle a été en fait divisée, séparée en deux par la construction de la Panaméricaine. Et une chose très particulière en fait avec le site, c'est que généralement ces Huacas ressortent du paysage, mais celle-ci est complètement recouverte par la végétation. Et ça a joué évidemment dans la préservation ou pas des ruines qui se trouvaient dessous. Alors, cette Huaca, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, aux prémices de l'archéologie nord-péruvienne, mais évidemment un petit peu partout dans le monde, devait faire face à on va dire une problématique constante qui était le pillage. Donc comme vous voyez en fait dans cette photo, j'aime bien la mettre, mais c'est pas une vieille photo en fait d'un vieux fromage suisse, mais c'est un site archéologique qui a été pillé mais à de nombreuses reprises, parce qu'évidemment on trouve beaucoup de choses dans ces lieux. Et donc c'est un site qui se trouve justement pas loin, donc dans la vallée de Lambayeque. Mais le pillage en fait à l'époque se pratiquait par n'importe quelle strate de la société, parce que c'était quelque chose qui était pas illégal, qui n'était pas nécessairement mal vu non plus, et on va dire des gens même de la haute société partaient les dimanches avec les maires du village, etc., fouiller et puis trouver des belles choses et ils les ramenaient chez eux. Donc là, on a une image d'un groupe sur le site très connu de Chan Chan, qui se trouve à côté de la ville de Trujillo. Et, en fait, sur cette même revue que j'ai retrouvée il n'y a pas si longtemps que ça, donc publiée en 1917, mais on trouve cette photo d'un groupe de pilleurs qui pose à côté de sa découverte, qui est en fait une grande peinture murale. Alors, on ne la voit pas vraiment sur cette photo-là, mais c'est le groupe qui a trouvé en 1916, un jour pendant la Semana Santa, donc la célébration de Pâques, une énorme peinture murale de plus de 18 mètres de long, polychrome, qui se trouvait donc sur ce site, pardon. Et c'était quelque chose de très particulier à l'époque, parce qu'en 1916, on est seulement 5 ans après la découverte scientifique de Machu Picchu. Donc on savait encore très peu de choses des cultures de la côte nord du Pérou, et surtout, on va dire, l'iconographie sur des supports monumentaux. C'était le cas ici. Alors qu'est-ce qui se passait? C'est que, comme il n'y avait pas de loi pour protéger le patrimoine, un citoyen lambayecano
essayer de faire quelque chose, enfin, il lance une initiative avec les autorités locales pour protéger ce lieu. Pour cela, il fallait empêcher les pilleurs de piller plus sur le site. Donc évidemment, on leur interdit l'accès, eux se fâchent, et qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils détruisent la peinture. Mais heureusement, un ethnographe allemand très connu, qui s'appelle Heinrich Brüning, était passé dans la région quelques temps avant la destruction du mur. Il a réussi à prendre quelques clichés. Et ces photos-là qu'on a pu récupérer nous montrent en fait le contenu de cette peinture. Comme vous voyez, en fait, donc il y a des sortes de figures, de personnages qui ont une massue sur l'épaule et qui se dirigent en fait vers le centre de la scène. Et je vais vous le décrire après la scène un peu plus. Ces dessins en fait ont été réalisés par un chercheur américain, je confonds le nom, Richard Schedel, qui a retrouvé les photos de Brüning lors d'une de ses recherches en fait au musée de Hambourg, et il a décidé de faire des dessins à partir des carnets, des notes de Brüning, pour voir en fait la composition de la scène. Enfin, c'était de nouveau très rare. Et par contre, toutes les informations indiquaient que la peinture n'existait plus à ce moment-là. Okay, donc ça lui servait à rien, soi-disant, d'aller sur le site, et il n'a fait aucune recherche directement, on va dire, sur le terrain. Par contre, ce qu'il a fait, eh bien, c'est une recomposition de la scène. Donc là, c'est en grand, je vais zoomer après. Mais donc on voit en fait ces différentes figures qui se dirigent vers le centre, ici, et de l'autre côté. Au centre, il y a ce qu'on devine en fait, une sorte de divinité, ou un personnage principal de face. Il y a son pied. Il a des traits ornithomorphes, qui est très typique en fait de cette culture lambayeké. Et au-dessus, il y a des rubans d'eau remplis de poissons, probablement des rivières, avec des personnes qui sont en train de faire des activités tout autour. Alors là, j'utilise la technologie PowerPoint pour faire un petit défilé. Ça va vite, hein? Ça va vite, ouais. Faut pas que ce soit trop long. Alors, donc comme vous voyez, donc ces personnages, donc on a plusieurs, de profils. Et ce qui, moi, m'a interpellé, donc une centaine d'années plus tard, c'est que le style de cette peinture représente une sorte de syncrétisme entre des éléments à la fois mochica et puis des nouveaux éléments lambayeké. Donc là, je vous mets quelques exemples de l'iconographie de ces deux cultures. Là, c'est un exemple typique de l'iconographie mochica qu'on retrouve en fait sur ces céramiques de ligne fine, à anse étrier qu'on appelle. Et puis, ça, c'est des types de peintures tardives de cette époque transitionnelle, avec des éléments lambayeké très caractéristiques. Donc on voit en fait qu'il y a aussi cette coupe qu'on va présenter, qui est un élément très mochica, il y a cette massue. Donc il y a vraiment ces différentes caractéristiques qui sont très ancrées, qui sont peut-être des archaïsmes culturels, et déjà un nouveau style qui va s'imposer, qui deviendra un petit peu le standard de ce que la culture lambayeké va développer un peu plus tard. Donc moi, ça m'a interpellé. Pourquoi? Bien parce que justement, j'étudie cette période qu'on appelle la période transitionnelle. Et cette période transitionnelle, je voulais le mettre un petit peu de manière très schématisée en termes archéologiques. En soi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on passe de la céramique typique mochica au fameux wakorei, la bouteille fine lambayeké par excellence. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre quels sont les mécanismes sociaux, culturels, religieux peut-être, économiques sous-jacents qui amènent ce changement. Okay? On sait que ce n'est pas seulement un changement de phase archéologique, parce que vers 850, après Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de changements dans la société sur différentes sphères. C'est-à-dire à la fois les pratiques d'enterrement ont changé, les sites des capitales ont été abandonnés, mais aussi les styles ont changé, et puis aussi on remarque l'apparition en fait d'une panoplie de différentes céramiques, de différents styles céramiques qui n'existaient pas à l'époque. La culture mochica était très hermétique à l'arrivée d'éléments nouveaux. Alors, tout n'arrive pas à la transition, l'Islamé va me taper sur les doigts. Évidemment, il y a des éléments qui apparaissent déjà à la période de mochica, mais disons que c'est pour montrer un petit peu que ce passage des mochica à lambayeké ne se fait pas de manière logique
d'un élément à un autre, mais il va être amené par une panoplie, une multitude, on va dire, de différents éléments, qui soulignent peut-être le côté expérimental de cette transition. Les gens, quand ils la vivent, ils ne savent pas qu'ils vivent une transition, ils ne savent pas où ils vont aller. Ils ne vont pas dire, faisons ça pour être Lambayeké. Évidemment, ça va jouer sur les conjonctures de l'histoire, et c'est un petit peu le but de cette thèse. Donc voilà, en gros, pour faire vite, donc voilà, c'est cette période après l'effondrement des groupes socioculturels Mochika, l'origine de la culture Lambayeké pendant cette période transitionnelle, où on voit en fait une synthèse de symboles religieux anciens Mochika, avec des nouveaux éléments, des signes de pouvoir de la culture Wari. Wari, c'est le premier empire pan-andin avant les Incas, qui s'est développé dans les Andes méridionales, dans la région d'Ayacucho d'abord, entre 600 et 900 ou 1000 après Jésus-Christ, et il semble, c'est la chose qui est débattue, que les Wari auraient pu ou ont pu jouer un rôle dans l'effondrement de ces Mochika. Okay, donc c'est une période trouble, avec d'importants mouvements de population, propice à l'arrivée d'un nouveau seigneur ou l'adoption de nouveaux mythes fondateurs. C'est le cas pour la culture lambayeké, parce qu'on a retrouvé à plusieurs reprises en fait un récit fondateur, un mythe fondateur de cette culture lambayeké. Et donc on se pose la question, que dit l'archéologie sur l'origine de la culture lambayeké? Est-ce que c'est un événement ponctuel, comme le dit le mythe, qui parle de l'arrivée d'un héros fondateur sur les côtes de Lambayeké, ou est-ce que c'est une transition plutôt lente? Ah, j'ai mis cette photo après. Bon, voilà. C'est une image de la côte nord, avec l'ancien territoire Mochika. Vous avez la division sud et puis nord, et nous on se trouve ici avec... donc ça sera tout le territoire de cette culture Lambayeké. Voilà, cette belle introduction, je vais devoir terminer bientôt, pour arriver finalement sur le site de la Huaca Pintana. Donc comme vous avez vu, en fait, le style de cette peinture montrait ce syncrétisme, donc d'où l'hypothèse de se dire peut-être que le site a une occupation caractéristique de cette période transitionnelle, ou tout du moins, elle aurait montré cette période où, en fait, on a vu la formation de cette culture lambayeké, cette nouvelle identité. Et c'est ce qui m'intéressait. Donc j'ai fait des premières fouilles sur le site en 2019. Donc là, comme vous voyez, il y a cette magnifique panaméricaine qui coupe le site en deux. Et la pyramide, on va dire, le monument principal se trouve au secteur est. On a intervenu la première année dans le secteur ouest. Et finalement, en 2021, on a finalement pu, donc après Covid, revenir sur le site et faire des premières interventions sur le site. Et là, on a trouvé des indices qui nous indiquaient qu'il y avait les restes de la peinture murale. Alors on ne savait pas encore où elle était, il n'y avait aucune indication de son emplacement, mais on retrouvait en fait des fragments de peinture, ça et là, qui n'avaient pas vraiment de contexte. Donc on sentait qu'ils étaient détruits avant d'être abandonnés. Et donc c'est seulement l'année suivante, en 2022, qu'on a retrouvé la trace de ce grand mur. Et en fait, un des éléments qui a joué en faveur de ça, parce qu'il fallait faire la recherche en elle-même, c'est que j'étais retombé donc par hasard sur ces vieilles photos, qui n'étaient pas connues justement de Chadel, qui avait travaillé sur ce site-là. Et ces photos sont très intéressantes parce que, alors on voit pas grand-chose dessus, mais il y a un petit peu d'ombre qui cache le mur, en fait. Et en nous basant sur les murs qu'on avait découverts en fait sur le site, on a fait la déduction que le mur qui avait les peintures devait nécessairement avoir une orientation nord-sud et pas est-ouest, parce que s'il avait une orientation est-ouest, il ne pouvait pas avoir de l'ombre qui le cachait comme ça. Et c'était effectivement ce qui s'est passé. On a trouvé en fait une partie de mur là, on a décidé de lancer des grandes tranchées en fait sur les deux côtés, et c'est ce qui nous a permis en fait de, juste à la surface du sol, gratter un petit peu, et on a retrouvé, je ne sais pas si on voit très bien ici, mais il y a un dégradé de couleur rouge et noire, et pour nous, ça pouvait pas être autre chose, on va dire, que en fait, la coiffe d'un de ces personnages. Donc là, on est très content. Alors petit à petit, il fallait en être sûr, donc on essaie de dévoiler. Là, comme vous voyez, en fait, la condition du mur a été pas top, dans le sens qu'elle se trouvait, parce que voilà, elle a été abandonnée telle qu'elle, et ensuite, c'est pas que ça a été réenterré à 6 mètres sous le sol. Donc, comme vous avez vu sur les photos aériennes, il y a beaucoup de végétation,
il y a des arbres qu'on poussait juste dessus. Donc là, il y avait une racine qui avait malheureusement transpercé le visage d'un de ces guerriers. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que le mur ne faisait pas seulement 18 mètres, comme on le pensait à l'époque, mais en réalité 30 mètres de long. Et on a pu découvrir, en fait, des parties au nord et au sud, de environ 5 à 7 mètres, qui montraient encore des traces de cette peinture. Grâce à ça, alors, c'était un des objectifs, c'était de retrouver l'emplacement de ce mur, mais aussi comprendre la situation, le contexte de cette peinture, comprendre le site, sa fonction, et aussi compléter peut-être l'image, l'iconographie qu'on a pu avoir grâce au travail de Schedel. Donc là, on a fait un petit processus de documentation, je passe relativement vite fait, mais on a fait un calque grandeur nature pour vraiment retracer des éléments qu'on ne voyait pas à première vue. Donc ça, c'est un exemple. Là, par exemple, le visage commence à se dessiner. Et puis, voilà, on essaye après de recomposer chaque panel. Et donc là, un des objectifs, quand on a ça, c'est d'essayer de faire des liens iconographiques, okay, avec des éléments qu'on a à disposition, mais dans d'autres sites, évidemment, pour voir, essayer de comprendre peut-être des liens, comprendre des scènes, comprendre des personnages, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui se lient, etc. Parce que la particularité qu'il y a évidemment avec l'archéologie andine, c'est qu'on n'a pas de texte. Et si on n'a pas de texte, il faut, voilà, on n'a pas les mythes de l'époque, il faut essayer de les trouver, mais peut-être plus tard, etc. Donc c'est difficile d'interpréter. Et là, un des éléments en fait qui ressort, c'est qu'il y a ça c'est des petites massues, en fait, celles qui tiennent en fait sur l'épaule, qui sont représentées. Et donc il y a des scènes où il y a de nouveau ces petites massues qui émanent, on va dire, de l'individu. Donc on fait des liens, c'est sur des éléments sur lesquels on travaille. Et alors, je ne sais pas combien de temps j'ai parce qu'il faut que j'essaie de faire vite. Il reste 15 minutes. 15 minutes, ok. Alors je vais passer. En gros, ok. Alors je vais revenir un petit peu sur l'iconographie. Mais tout ça nous montre, en fait, plusieurs éléments. Comme je vous ai dit, le but, c'est de comprendre, c'est de contextualiser l'œuvre, évidemment. On a pu voir avec cette recherche que le temple se composait finalement d'une plateforme principale sur laquelle se trouvait une scène, une sorte de place au bout, surélevée, et la peinture, donc le grand mur, décorait le fond de cette scène. Un peu à l'image, probablement, c'est l'idée qu'on a, d'une cathédrale dans laquelle on va voir assister un culte avec le prêtre qui va parler, on va dire, des épisodes mythologiques de la Bible, etc. Et derrière, les mosaïques, les vitraux, vont illustrer, par exemple, la cérémonie ou bien le rite qu'il est en train de faire. Là, c'est probablement pareil. Il y a une sorte d'ordre religieux qui est exposé, qui doit rappeler probablement des fondements mythologiques de la société, et cette scène est probablement le scénario dans lequel se trouve le prêtre ou les prêtresses à réaliser ces cérémonies-là, soutenues par ce discours qui est derrière lui. Alors là, on a des petites représentations 3D qu'on a essayé de faire. Alors, on sait que c'était couvert par un toit, on a retrouvé des traces, évidemment, derrière. Et là, on en vient maintenant un petit peu aux analyses qu'on a faites avec Rémi et Aurélie. Alors d'abord, il y avait une première analyse des techniques d'élaboration de la fresque. On a retrouvé beaucoup de fragments. Évidemment, à partir de ces fragments, on essaye de comprendre simplement où est-ce qu'il pourrait se poser, est-ce qu'il y a des motifs ou pas. Chaque petite trace peut être un indice. D'ailleurs, on a vu qu'il y a plusieurs formes de ces fragments. Donc, est-ce qu'ils ont pu couvrir aussi peut-être des colonnes, une partie du toit? Donc voilà, il y a des questions un petit peu de ce genre. Il y a une stratigraphie de la couleur, donc on a pu un petit peu retracer. On sait que c'est à partir de l'adobe, donc de la terre crue, on va poser une couche de plâtre. Ensuite, il y a un engobe blanc. Et là-dessus, on fait un fond de couleur rouge et ensuite les peintures. Donc il y a toute une différente stratigraphie de la composition de la peinture qu'on a pu retrouver grâce à ces observations. Et puis évidemment, derrière, on retrouve des empreintes
des cordes, je veux dire, voilà, comme on voit ici des tiges de roseau comme soutien structurel de la fresque, et on voit que ces cordes, elles sont tressées d'une certaine manière, et on peut faire peut-être des liens avec voilà, des traditions d'autres régions pour voir quelles étaient leurs techniques, simplement. À partir de ça, l'idée c'était de dire est-ce qu'on peut découvrir quelle est l'origine de la matière première qui a servi en fait à fabriquer ces couleurs. C'est là évidemment où entrent en scène les spécialistes, donc pas moi. Évidemment le but il est double. Premièrement parce qu'on veut caractériser, c'est-à-dire qu'on veut comprendre ce qui se passe sur le site en lui-même. Okay, comme ça on arrive à le décrire, on arrive à comprendre ce qu'il est, on va dire individuellement. Après l'objectif c'est que comme je travaille une période en question, c'est de comparer avec d'autres sites. Donc, la première étape, c'est de faire la caractérisation. On l'a fait, donc, on l'a fait. Moi, j'ai plutôt assisté, quoi, mais j'ai reçu les résultats. Donc, Aurélie et Rémi ont fait ce travail, consistant en 3 étapes. Premier, donc, le microscope Dinolite, on dit, ou Dinolite. Okay. Donc, ça, c'est des images qu'on peut voir en microscope, donc grossissant. Ensuite, donc l'imagerie hyperspectrale et puis la spectrométrie de fluorescence de rayon X pour voir les éléments chimiques aux minéraux qui ont composé les pigments. Vous dites si je me trompe. Alors, donc qu'est-ce qu'on voit dans ces résultats? Bien, il y a une présence de calcium injecté dans les couches blanches, ce serait de la calcite, que le noir contient du manganèse, des pigments rouges, des ocres rouges. On a fait aussi une analyse d'un fragment de roche qu'on a retrouvé sur le site. Et il se trouve que ce fragment est bien de l'hématite pure et qui serait une source potentielle pour la fabrication donc de matières premières, pour la fabrication du pigment rouge. Le marron, en fait, c'est un mélange d'ocre rouge à du noir pour assombrir la teinte. Le jaune, composé donc d'ocre jaune, probablement de la goethite, ou entre autres. Et puis l'orange, aussi une superposition de jaune et de rouge. Maintenant, la surprise qu'on avait, c'est que cette peinture, par rapport à d'autres qui se trouvaient dans la côte nord du Pérou, eh bien, c'est qu'il y avait ce bleu qui apparaissait. Donc moi, j'étais très excité à l'idée de voir qu'il y avait un bleu particulier qu'on pouvait un peu retracer. Puis en fait, les analyses ont montré qu'il n'y avait pas de bleu, que c'était du gris. Donc c'était du blanc et du noir. Et qu'il y avait, qu'on peut voir ici, en fait, une question de perception de la couleur bleue, parce que, donc là, on a mis la perception de la couleur bleue peut-être à l'origine de la confusion, puisque la couleur grise contraste beaucoup au milieu des tonalités plus chaudes, comme le rouge, l'orange et le jaune, qui produit une impression de bleu. Et donc ça, c'est un cas, je pense, Aurélie pourra vous en parler, mais on a beaucoup cette impression sur des fresques ou même ailleurs, même la conception du bleu, a évolué, on va dire, dans l'histoire, simplement parce que le contexte fait qu'on interprète des choses comme bleu alors qu'elles ne le sont pas nécessairement. Mais moi je suis un peu resté sur ma faim parce que j'ai l'impression, sur 2 images, on va dire, de la scène, qu'il y aura peut-être 2 types de bleu. Un plutôt foncé, plomissant, et puis un autre plus bleu clair. Et donc là, malheureusement, on n'a pas réussi à trouver des fragments pour les envoyer à l'analyse. Ce serait donc du coup pour une prochaine fois, quoi. Donc voilà. Donc globalement, voilà, c'est des palettes de couleurs globalement limitées. Il y aurait, c'est des pigments d'origine minérale, peu chers, comme on disait, mais disponibles aux alentours du site, comme on a vu avec l'hématite. Aucune trace de cinabre. Alors le cinabre, donc sulfure de mercure, c'est quelque chose qui est très courant sur la côte nord, enfin très courant. Dans les tombes d'élite de la culture lambaïké, les visages sont recouverts de cinabre. On n'a pas vraiment la raison à ça, mais disons que c'est une pratique, surtout pour les personnages d'élite. Donc c'était une des hypothèses que d'autres auteurs avaient, c'était mais est-ce que c'est du cinabre? Et en fait, il se trouve que non. Maintenant, la question intéressante, c'est le manganèse. C'est là où on arrive après peut-être sur des hypothèses. C'est que le manganèse semble être employé seulement à partir de l'époque mochica tardive et transitionnelle, et plutôt régionalement dans ces régions qu'on a vu la distinction entre le nord et le sud de l'ancien territoire mochica. Okay, et
D'autres analyses, faites entre autres par donc Nino, qui va parler plus tard, mais pas de ça, ont montré sur donc, des céramiques du site de San José Molo, où travaille le Sraimé, à cette période transitionnelle où fin Mochica, où il y a l'apparition en fait de ce style Mochica polychrome, donc influencé par Wari, il se trouve que le noir, que ce manganèse, qui provient du noir, serait peut-être une de ces techniques ou technologies, un des apports amenés dans l'interaction avec les Wari à cette époque-là. Okay, donc cet élément, on le voit très bien à San José Molo sur ces céramiques, et on le retrouve plus tard en fait dans ces peintures qui sont d'une période un petit peu plus tardive. C'est-à-dire que à San José Molo, c'est le premier moment de l'arrivée Wari. Nous, on est déjà dans une phase un peu plus tardive, où on est dans la consolidation de cette nouvelle identité lambaïque. Donc on voit qu'il y a différents éléments qui se sont, comment dire en biologie, ça s'est incrusté dans le génome. Non, je sais plus. Bref. Donc voilà, maintenant c'est resté, ça s'est standardisé. C'est une nouvelle technique. Et donc l'objectif, comme je vous ai dit, c'était de comparer ces différents éléments avec d'autres sites de la région. Ce que j'ai fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que une des caractéristiques, on va dire, de cette période transitionnelle, c'est généralement la fragmentation politique, la décentralisation. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs sites de la région. Donc là, c'est Huancalacapi à San José Molo. Ici, c'est Huancabandera, Mayanga, c'est nos sites un petit peu de la région, qui proviennent de cette période mochica tardive et transitionnelle. Et on voit qu'il y a une sorte de standardisation, peut-être, d'un modèle de temple, un temple tripartite, okay, en forme de C, avec un long mur. Ils ont tous en fait un mur qui fait plus ou moins 30 mètres de long, avec 2 bras sur les côtés. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc ça c'est le modèle, c'est le plus ancien, ensuite c'est de la Vienne, et la Pintada est plus tardive. Au début, le premier site est peint seulement de noir et il a des niches, okay, il n'a pas de motif. Le deuxième est peint en rouge enfin les deux suivants en rouge et jaune, et ils ont des motifs répétés d'un personnage typique de la culture mochica, de profil. Les deux se dirigent vers le centre de la scène, okay, pareil ici. Et en fait, à la Pintada, ce qu'on a, c'est qu'on a des personnages beaucoup plus détaillés, on va dire, c'est des personnages humains mais anthropomorphes, qui se dirigent aussi vers la scène, vers le centre de la scène. En revanche, au centre de la scène de la Pintada, il y a cette divinité qui n'existait pas avant. Et l'idée, c'est que dans cette évolution, au cours de cette transition, peut-être une chose qui a changé radicalement, c'est aussi le panorama religieux, dont on voit en fait cette multitude. Alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de la culture mochica, mais on va dire une des caractéristiques de la culture mochica, c'est de voir tout un panthéon de divinités, avec la déesse femme, avec le dieu radiant, avec etc. Donc il y a vraiment toute une panoplie de dieux qu'on regarde dans l'iconographie. Et toute cette multitude de divinités en fait sont réduits plutôt à une divinité centrale chez les Lambayeque, et c'est ce qu'on voit un petit peu sur cette peinture. Donc si je reprends, on va dire, le dessin de Chanel, je rajoute les panneaux qu'on a retrouvés nous. Ensuite, il y a un petit travail qu'on essaye de faire pour se dire, essayons de compléter peut-être les parties manquantes. Alors ça, c'est une proposition, évidemment. Et pour ça, on s'est dit, on va essayer de se baser sur une icône, donc une autre peinture murale de la région, juste un petit peu plus tardive, mais qui présente les mêmes caractéristiques, avec des doigts en fait ornithomorphes, on va dire, qui terminent en fait en griffes. Et je l'ai mélangé avec une autre divinité typique de la culture lambayeque pour voir ce que ça pouvait donner avec la Pintada. Donc là, on la rajoute, et en dernier, on essaye de voir avec la rivière ce que ça aurait pu donner. Donc ça, c'est des propositions. On sait très bien que c'est pas ce qu'il y a. On fait probablement des erreurs un petit peu dans le processus. Mais ça nous permet peut-être d'avoir une image un petit peu plus complète. Donc très humblement, on va dire, juste pour voir ce que ça peut donner. Mais cette divinité qui coupe la tête donc d'une personne, d'un individu, on la trouve, donc je l'ai prise d'ici. Ça, c'est une image typique de la culture lambayeque, qu'on appelle, que les archéologues appellent la cosmovision
Sikan ou Lambaike, où on a ces divinités centrales qui donc coupent la tête d'un individu avec, on a l'impression que son geste rituel anime les vagues des deux côtés, des vagues remplies de poissons. Donc non seulement c'est un geste qui anime le monde, mais aussi qui le fertilise probablement, parce que c'est des vagues qui sont pleines de vie, quoi. D'un côté, il y a le soleil, de l'autre, la lune. Il y a probablement la représentation, justement, d'un ordre religieux établi. Et cet ordre, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est que dans ces transitions-là, eh bien, on remarque qu'il y a un changement dans la représentation, dans la structure de l'image religieuse. Okay, et si chez les Lambaike, il y a quelque chose de très clair avec cette divinité centrale, des personnages secondaires de profil qui se dirigent vers le centre de la scène, eh bien c'est un élément qu'on retrouve beaucoup plus facilement dans la culture Wari Tiwanaku, avec cette fameuse, si vous connaissez Tintin, vous avez vu le staff god, comme on appelle, qui tient en fait ces deux bâtons. C'est la représentation toujours de face de cette divinité, avec des petites divinités de profil qui se dirigent vers elle de manière extrêmement structurée, alors que dans l'iconographie mochika, mais il y a une pluralité de loci, on va dire, d'intérêts, même il y a plusieurs divinités qu'on retrouve dans l'image. Donc il n'y a pas de centre réellement. Il y a différentes actions, donc on pourrait penser à différents épisodes mythologiques, alors que dans la représentation lambaike, on reprend peut-être l'idée, la structure des concepts religieux Wari Tiwanaku. Donc avec tout ça, la réflexion que je me suis faite, parfois les changements de forme vont effectivement de pair avec les changements de fond. Et c'est en remarquant ces petites différences, que ce soit à la fois dans les changements de technique, à la fois dans l'organisation de l'image, mais aussi dans ce que ça représente, qu'on se rend compte des changements profonds, on va dire, qu'une société peut endurer. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. On a le droit de se donner un petit peu de temps à des questions, si certains en ont. Moi j'en ai quelques-unes, mais je vais attendre que la salle réagisse plus tôt. Alors, vous avez vu un contexte un peu particulier avec une progression d'un cadre très général qui peut être discuté. On a bien entendu quand tu parles des céramiques au début qui sont des témoins de changements de civilisation. Mais il n'y a pas que les céramiques, peut-être que les alliages métalliques par exemple, tout ça comme ça, les textiles, enfin, il y a plein de supports matériaux que l'on connaît bien dans ces cultures. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont pu vous frapper ou vous intéresser? Vous avez vu qu'il y a une progression très claire dans la recherche que le SAM a mis en place depuis quelques années maintenant. Je suppose que ça a commencé 4 années maintenant. C'est à peu près normal, c'est le timing d'un doctorat d'université. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir ou commenter ou poser des questions? J'en ai une qui me vient assez naturellement. Vous avez entendu quand même qu'il y a une étude qui a été menée en lien avec ce que Aurélie Munier fait sur la couleur, donc la polychromie. On a identifié des pigments, finalement pas de grande surprise. Non. Sauf cette question du bleu. Exactement. Ouais. Voilà. Bon, Aurélie pourrait le détailler parce qu'elle travaille depuis quelques années maintenant et on sait qu'il n'y a pas que l'Amérique du Sud qui présente cette situation bizarre d'avoir un bleu qui n'est pas vraiment un pigment bleu, si je peux me permettre. Mais je te laisse le soin de compléter. Et au-delà de ça, il y a quand même une question fondamentale parce qu'on a bien compris cette progression en gros de ces cultures polythéistes vers une transition d'un dieu unique. Ouais, je peux pas dire possiblement, je rajoute possiblement, mais ça t'appartient. Et au final, il y a une question qui est liée donc sur cet aspect tangible de l'identification de ces pigments, puisque comme tu le montres très bien, il y a plusieurs sites dont on voit des temples possibles dans cette région du nord du pays, qui ont aussi des représentations avec des temples peints, murs peints. Et donc l'intérêt serait d'aller plus loin et de comparer tout ça. Et là, c'est peut-être l'étape numéro 2. Finalement qu'on se pose, ou toi en tout cas, sous la forme d'un postdoc ou d'un autre programme de recherche à monter. Parce qu'on a bien compris que soit ces pigments se ressemblent tous et auquel cas on n'en tire pas grand-chose, soit ça n'est pas le cas, et donc à travers des supports matériaux, on va dire ça comme ça, on pourrait peut-être aller plus loin dans la réflexion pour
confirmer, valider ou plus ou moins confirmer je pense que ce qui se passe. Ce qui serait intéressant serait de... Non, ce qui serait intéressant, je pense, serait de voir, parce que si... Il y a deux éléments, je trouve, qui ressortaient, qui étaient vraiment intéressants. D'une part, ce bleu, il faudrait voir pour faire d'autres analyses du bleu. Mais l'autre élément, c'est le noir, justement, ce manganèse, que justement Louis Clamé avait découvert ou vu sur les céramiques. Mais si c'est réellement en fait un apport Wari, ce qui ajouterait évidemment de l'eau, on va dire, au moulin, bien, ce serait intéressant de retracer ce noir, en fait. La route, simplement, où est-ce que d'autres sites Wari l'utilisaient, si vraiment on arrive à encapsuler cet apport pour vraiment pour la force de l'argument, quoi. Et comme je dis, en fait, l'hypothèse, c'est pas que seulement il y a ça, puis on se dit, c'est Wari, tant mieux, c'est ça, mais c'est en fait l'accumulation de différents éléments qui pointeraient vers cet apport, voilà, des cultures andines méridionales. On a compris que les Wari, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, c'est plutôt, ça vient un petit peu plus du sud actuel, c'est-à-dire plutôt dans les régions sud-Pérou, Bolivie, c'est là où ils étaient fortement implantés. Plus dans les montagnes, et plus dans les montagnes. Donc c'est eux qui apporteraient d'une innovation technique, d'une certaine manière. Technique et religieuse aussi. Et donc, qui peut avoir effectivement des conséquences religieuses. Bon, il y a encore plein de choses à faire, c'est ça que vous avez entendu, je crois. Aïcha, commentaires, non pas particulièrement? Non. Je suis interpellée par le bleu parce que le bleu t'intéresse aussi, oui. M'intéresse. J'ai une céramique comme ça, avec un bleu qui est un peu... Qui ressemble un petit peu à ce... Qui ressemble un petit peu et qui n'est pas vraiment un bleu, quoi. C'est le seul fragment qu'on a. Voilà. Donc, quelle vidéo sur ça aussi. Louis Clamé. Okay. I think it is quite important to remark the fact that this is happening in a different universe, in a different world, because when you are here in Europe, you are not in the comfort of being in the Americas where things can be coherent. What I'm trying to get is that these developments are completely independent of what happened anywhere else in the world. So in that sense, I mean, the pre-Columbian periods in Latin American history are a kind of a test lab for, I mean, how societies develop, you see. And having said that, and noting the fact that nothing that happened here had any influence from the old world, it is interesting to try to see what is common between societal change in both the old world and the new world. No? Our society is going through the same processes. I mean, after 700 years, the Mochicas or Moche that you mentioned collapsed. And for a short period of time, there was something that we call a transitional period that leads into another development. So we have unification, I mean, kind of chaos of some kind, and then again unification and centrality. No? And in this milieu is where we find things like you are describing. I mean, new deities appearing, old deities disappearing, people focusing on specific beings, let's say, building wakas in a different way. I mean, so all of this is a ray that we see during these periods of revolution, you know, finally end up being the basis of the next societal development. Now, in your research, I mean, trying to go a little bit beyond the facts and the technical sides. I mean, you're studying cultural change. I mean, your dissertation is a dissertation about how a society changed one society. But there are hundreds and hundreds of societies in the world. So can we, I mean, extrapolate something of what you're learning to understand how societal change happened? I think that's a big question for defense of a PhD somehow. Yeah. Yes, I think we can. No, I mean, so I don't know if I need to respond in English, in Spanish, or English. All right. En français? Ah, comme ça, je peux me cacher derrière l'anglais pour répondre.
Non, alors en effet, oui, mon intérêt c'est de travailler sur les changements sociétaux et donc de voir peut-être une cohérence derrière ces transitions. Et donc il y a toute une partie théorique que je développe aussi pour voir si, comme tu dis, comme tu mentionnes, il n'y a pas seulement, on va dire, au cas par cas, des changements qui seraient propres, on va dire, aux cultures, puis d'un coup, il y a un cas qui se dessine, mais peut-être des tendances générales. Et je pense que ces tendances générales, elles sont marquées, alors tout dépend sur quel angle on le regarde. Mais ce qui se passe généralement, c'est qu'on voit qu'il y a un ordre préétabli, qui ne fonctionne pas, hein, qui soit multiple ou pas, mais ce qu'on appelle les mochika dans ce cas-là, même s'ils sont multiples, eh bien, ils représentent quelque chose. Ils représentent une structure particulière, ils représentent une iconographie, des croyances particulières. Ça, on voit que ça change radicalement à ce moment-là, et dans tous les cas d'études que j'ai pu voir, en fait, réviser pour cette thèse, eh bien, il y a ce basculement entre l'ordre, le désordre, l'ordre, le désordre. Il y a toujours une sorte d'harmonisation, de désharmonisation, etc. Mais la désharmonisation ne veut pas dire chaos total. Il y a toujours des choses qui se dessinent à ce moment-là. Et en fait, ce qui est très fort, je trouve, dans les cas de transition, c'est que c'est grâce à cette désorganisation, désarticulation, que le renouveau peut apparaître. Autrement, il serait beaucoup plus contraint par cette structure préétablie et l'empêcherait de changer. Donc en fait, il y a une impulsion de ce désordre, de cette transition, un catalyseur d'innovation, je pense. Et ça, je pense qu'on le voit dans différentes choses. Et si je peux rajouter un dernier élément, c'est que, pour moi, ces phases transitionnelles, c'est un atout pour l'archéologie précolombienne, justement parce qu'on n'a pas de texte pour se baser. Et donc quand on fait l'archéologie en Amérique du Sud, généralement on a un discours qui est très schématique. On va dire, les Mochica ont fait ça, les Wari sont arrivés. Mais on ne peut pas dire, tel chef Wari a pris cette décision pour aller envahir ou pas. On n'a aucune idée de ça, on ne peut pas le savoir. Okay, il n'y a pas le recueil des mémoires de Napoléon, du Napoléon Wari, pour dire. Donc ça, on ne sait pas les méandres de l'histoire. Okay, mais elles existent, elles ont existé. Elles sont aussi catalyseurs, on va dire, de ces changements. Donc pourquoi les phases transitionnelles sont un atout? Parce que on voit cette désorganisation. On voit la désorganisation, c'est pas comme je disais, je voulais pas dire le mot bordel, mais c'est pas ça, dans le sens que c'est l'expérimentation de cette phase-là. L'expérimentation, donc, c'est ce qui se passe beaucoup plus proche de l'individu, des décisions personnelles, qui parfois fonctionnent et parfois pas. Donc c'est un atout de l'archéologie d'aller vérifier ce qui s'est passé là. Parce que on voit la voix, peut-être l'agentivité de ces personnes-là, qu'on autrefois on ne pouvait pas voir, parce que la structure mochica étant tellement forte, les manières d'enterrer les gens sont toujours les mêmes, les manières de faire les cérémonies sont toujours les mêmes, qu'on ne voit pas la part d'individualité dedans. Dans les phases transitionnelles, je pense qu'on le voit beaucoup plus. Voilà. Ce que j'ai passé. Looks nice. The PhD is about to be ready for the defense. La défense. La soutenance du doctorat, c'est prévu en printemps prochain, c'est ça? Février-mars. Peut-être, ouais. Bon, okay. Et ça se passera où, en fait? À Fribourg. À Fribourg, en Suisse. Ouais, je t'invite. Avec plaisir. Parfait, merci beaucoup. Merci.